Bienvenue dans votre journal Afrique. On est ensemble pendant 26 minutes. Et au menu de votre Parti Mag, le Rwanda, 23 ans après le génocide des Tutsis. Jean-Paul Kimonyo, politologue et conseiller spécial de Paul Kagame, raconte la transformation de son pays. Dans son nouvel ouvrage, Rwanda demain, il est l'invité de la semaine. Mais avant le Mag, place à l'actualité, c'est parti. Le Libéria suspendu à la décision de la Cour suprême. Le second tour de la présidentielle est reporté à une date indéterminée. Ellen Johnson Sirleaf sort de son silence. Un satellite marocain dans l'espace, Mohamed VI c'est son nom, est parti de Kourou ce matin. Sa mission est militaire et civile. Il rêvait de devenir footballeur, il est devenu luthier. Soklo a appris tout seul à fabriquer des guitares. Depuis Kinshasa, il vend ses créations dans le monde entier. C'est le statu quo au Libéria. La suspension par la Cour suprême du second tour plonge le pays dans l'inconnu. De nouvelles stratégies politiques se dessinent et la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf, est entrée dans la danse. Le point avec Frédéric Schneider. Elle tente de calmer le jeu. Après 12 ans à la tête du pays, Ellen Johnson Sirleaf s'apprête à passer la main dans la confusion. La présidente a rencontré des responsables de la Commission électorale nationale à son domicile avant le premier tour. Une rencontre vivement critiquée. Ce mardi, elle sort de son silence et se défend. À présent, notre démocratie est attaquée. La réputation de notre pays est attaquée. Notre économie est sous pression. Nous, responsables politiques, devons faire mieux que ça. Son vice-président, Joseph Boakai, arrivé deuxième au premier tour de l'élection présidentielle, et Charles Brumskin, troisième, accuse Sirleaf d'interférer dans le processus électoral. À 78 ans, la première présidente du Libéria et d'Afrique s'enorgueillit d'avoir sorti le pays de la guerre civile. Elle ne veut pas ternir ce bilan à l'heure de sa succession. De son côté, George Weah, favori du scrutin, candidat du Congrès pour le changement démocratique, joue la carte de l'apaisement. Le Libéria est ce que nous avons. Vous avez été calme, je dois vous remercier. Continuez d'être pacifique pendant que nous suivons la procédure officielle. Depuis l'interruption de l'élection juste avant le deuxième tour, l'incertitude électorale excite les ambitions. 4 candidats, dont Joseph Boakai, ont décidé de s'unir contre la candidature de George Weah. Ils dénoncent des irrégularités. Les Libériens, suspendus au processus électoral, sont dans l'attente de la première alternance démocratique à la tête du Libéria depuis près de 30 ans. Au Togo, l'opposition maintient la pression. Des milliers de personnes sont descendues à nouveau dans la rue. On compte plusieurs blessés dans le nord du pays. Et partout, le même mot d'ordre, fort, dégage, pouvait-on lire sur les pancartes. Dans une conférence de presse, les leaders de l'opposition dénoncent le double jeu du pouvoir. Écoutez. La coalition condamne avec la dernière énergie ces répressions sauvages et le double langage du régime. Elle continue d'exiger du régime la libération de toutes les personnes injustement arrêtées et détenues et aussi l'arrêt des poursuites judiciaires contre les prévenus et enfin l'amnistie pour toutes personnes condamnées qui sont élargies. Et pour aller plus loin sur cette crise au Togo, je vous invite à consulter notre site internet. Un reportage est consacré aux Togolais qui ont fui le pays direction le Ghana. Ils sont entre 2 et 3 millions de fidèles réunis ce mercredi à Touba. Les Sénégalais célèbrent le Magal, la grande fête religieuse de la confrérie des Mourides. La ville sainte va vivre au rythme des prières et des kassaïdes, des poèmes écrits par Cheikh Amadou Bamba, le fondateur de la confrérie. Le Maroc, à la conquête de l'espace, le royaume a lancé son premier satellite espion. Il a décollé ce matin de Kourou en Guyane française. Mais à quoi va-t-il servir? Les explications de Moninov à Tanger. Contrairement à certains gros titres, le Maroc possède déjà 2 satellites en orbite, l'un pour les télécommunications, l'autre pour la météo. Alors ce troisième, pourquoi faire? Le satellite Mohamed VI, du nom du roi, est présenté comme un outil d'observation pour la cartographie, le cadastre, l'aménagement du territoire ou encore le suivi des activités agricoles contre la désertification ou encore la gestion des catastrophes naturelles.
Mais ce satellite est aussi et surtout le premier satellite espion du Maroc, une information que Rabat aurait préféré garder. Voilà pourquoi pendant longtemps on l'a connu sous son nom de code VV11 pour identifier le 11e vol de la fusée européenne Vega qui a lancé le satellite. Le satellite est donc bien doté de capacités militaires avec des missions de surveillance aux frontières, une activité qui fâche déjà ses voisins espagnols et algériens. D'autant qu'un deuxième satellite devrait être lancé l'année prochaine. Le Maroc entre ainsi dans le club très fermé des pays africains avec l'Égypte et l'Afrique du Sud qui possèdent leur propre satellite espion. Des concerts annulés, des programmations observées à la loupe. Depuis 2013, le quotidien des artistes égyptiens est soumis à la censure. Ils sont les victimes d'une loi qui interdit toute manifestation en Égypte, mais ils résistent. L'art en vert est contre tout. Un récit de Marion Chastain. C'est l'un des rares concerts autorisés au Caire ces derniers temps. De la musique traditionnelle. Pour écouter autre chose en Égypte, il faut passer outre la censure. Les autorités observent à la loupe la scène artistique, imposant parfois de lourdes restrictions, au point d'annuler certains concerts à la dernière minute. Comme celui de Sepultura. Le groupe de métal devait se produire au Caire en juin 2016. Nader Sadik est la figure de ce genre musical en Égypte. Il avait travaillé dur pour faire venir le célèbre groupe brésilien dans son pays. Il en garde un mauvais souvenir. Les policiers ne m'ont pas du tout écouté. Ils m'ont demandé de dire à tout le monde de partir parce qu'ils allaient m'arrêter. Tout le monde a été perdant ce jour-là. Le pays a été perdant, les fans de métal, l'art. Et au poste de police, l'un des agents a brûlé sa cigarette sur mon pied. Le vent de liberté artistique insufflé juste après la révolution de 2011 semble bien loin. Opposants politiques, militants des droits humains, artistes, plus personne ne peut aujourd'hui se mobiliser sans autorisation depuis la loi votée en 2013. Le monde de la culture en subit les conséquences. Pourtant, certains veulent encore y croire. À mon avis, la scène culturelle en Égypte est florissante, malgré toutes les souffrances et les restrictions. Les gens veulent encore s'exprimer. Plus il y a de restrictions, plus ils ont de choses à dire. Comme le cinéaste Tamer El Saïd, avec son film Les derniers jours d'une ville, succès international en 2017. Le long métrage n'a pas obtenu son visa d'exploitation. Les Égyptiens ne verront jamais le film. Peut-on encore investir en Centrafrique? Malgré la crise qui secoue le pays, le gouvernement veut impulser une dynamique. Bangui accueille un forum des investisseurs et les chantiers prioritaires sont nombreux dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Agriculture, industrie, infrastructure, tout est à construire. Son rêve était de fouler les pelouses européennes et américaines, mais la vie a rattrapé Soklo. À 57 ans, le Congolais devenu luthier a en quelque sorte repris sa revanche. Ce sont ses guitares qui parcourent le monde. Son portrait signé Emmanuel Godard. C'est dans cette petite cahute de Lamba, quartier populaire de la capitale, que tout se joue. Soklo aurait dû faire une carrière de footballeur, mais après une maladie, c'est vers la musique qu'il se dirige. Ses guitares, il a appris seul à les fabriquer, expérimentation après expérimentation. Des outils simples et des cordes de récupération. Pour le manche, en revanche, ce sera du vangué ou du bois rouge. Ces créations ont un son à nul autre pareil. Soklo les vend dans le monde entier. Monsieur Yarol, le soliste c'est Johnny Hallyday. C'est un travail qui doit être très sérieux. Le travail est très sérieux, donc je vais le faire un peu lentement pour des précisions. Et surtout des guitares électroacoustiques et des guitares électriques. Là, je dois le faire calmement pour des précisions. Des milliers de guitares signées Soklo sont entre les mains de grands noms de la musique congolaise ou d'amateurs aux États-Unis. L'instrument est renommé depuis des décennies. Il y a des guitares naissent ici, donc je les fabrique moi-même. Il y a d'autres guitares qui viennent ici pour des réparations. Et puis s'il y a une guitare qui vient ici pour la réparer,
si je dis que cette guitare ici, donc c'est inutile, il faut la déclasser comme je l'ai dit. Si même vous partez où, ça sera toujours déclassé. Avec les commandes qui s'enchaînent, Soklo n'a plus le temps de pincer les cordes. Mais il sait que la relève est assurée. Ses guitares font désormais danser, comme lui, avant son succès en tant que luthier. À suivre dans votre journal Afrique, le Rwanda, 23 ans après le génocide des Tutsis. Comment le pays a-t-il pu se reconstruire si rapidement et s'imposer comme un modèle? Jean-Paul Kimonio, politologue et conseiller spécial de Paul Kagame, est notre invité. Et c'est tout de suite dans le MAG. Bonsoir Jean-Paul Kimonio. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ce reportage au Rwanda. Au lycée, dans les cours d'histoire, le génocide de 1994 est enseigné. Thaïs Brook nous raconte. À quelques jours des examens nationaux, l'équivalent du bac au Rwanda, les élèves reviennent sur un sujet central du programme d'histoire, le génocide de 1994. Qui peut nous dire qu'est-ce que c'est que le génocide? Le pays pense encore ses plaies. Alors que toute la société a été touchée à divers degrés, l'enseignement du génocide revêt un caractère particulier. Depuis 2016, cette période de l'histoire est devenue une discipline transversale abordée dans tous les autres cours. C'est un sujet très sensible compte tenu de l'histoire de ce pays. C'est la raison pour laquelle cela doit être étudié précisément, avec une attention spéciale lorsque nous abordons l'enseignement du génocide. Alors que les manuels de l'Ancien Régime divisaient, les nouveaux programmes veulent promouvoir l'unité. D'ailleurs, les élèves ne savent plus faire la différence entre Hutu et Tutsi. On ne nous a pas appris ça, mais je pense que nos parents qui ont vécu pendant cette période peuvent toujours savoir qui est qui. Mais c'est une bonne chose qu'ils n'apprennent pas cela à leurs enfants, parce que maintenant, il est impossible de dire si tu es un Tutsi, si tu es un Hutu ou un Twa. Ça veut dire que nous sommes toujours unis, parce qu'on n'a pas enseigné la division à notre génération. La nouvelle génération porte en elle l'espoir de tout un pays, que la haine de l'autre ne fasse plus partie du vocabulaire des Rwandais. Alors Jean-Paul Kimonio, vous êtes politologue, conseiller spécial de Paul Kagame. 23 ans après, est-ce qu'on peut dire que le génocide des Tutsis structure toujours la société rwandaise pour le meilleur et pour le pire? En partie seulement. Mais justement, le succès de la reconstruction, justement, c'est d'essayer de dépasser le génocide. Même si le génocide reste toujours une toile de fond un petit peu de ce qui se passe au Rwanda, mais largement. Par exemple, vous avez vu ces jeunes gens, pour eux, le génocide, c'est devenu une histoire, complètement une histoire. C'est des choses qu'ils entendent parler, dont ils entendent parler, qu'ils lisent ou qu'ils voient, mais qui ne vivent plus eux-mêmes dans leur chair. En tout cas, la plupart d'entre eux. Est-ce que l'idéologie génocidaire est toujours présente malgré tout? Légèrement, légèrement. Il y a des sondages qui sont faits et mais d'année en année, la prévalence de ceux qui présentent cette idéologie-là diminue légèrement. Un des problèmes que nous avons, c'est qu'à l'extérieur du pays, cette idéologie-là, par contre, est virulente. Et donc, l'extérieur continue aussi un petit peu à alimenter les tensions à l'intérieur du pays. Comment elle se manifeste, cette idéologie? Sur les réseaux sociaux, Facebook, des publications, par différentes façons, oui, mais surtout dans les médias, oui. Le FPR, l'ex-rébellion militaire, est devenu un parti politique. Il contrôle aujourd'hui tous les rouages du pays. Est-ce que le FPR n'est pas devenu un parti-État? Non, ce n'est pas un parti-État, parce qu'il y a le FPR, mais le FPR fait partie d'une coalition. Une coalition avec différents partis. C'est vrai qu'il est dominant, et même très dominant, mais il fait vraiment partie d'une coalition. Et par exemple, le gouvernement, il y a un partage de pouvoir. Donc ses partenaires ont une partie des prérogatives qui reviennent. Il n'y a pas de concentration des pouvoirs par le FPR? Une concentration, elle est quand même partagée jusqu'à un certain point. Elle est présente? Elle est présente, tout à fait, tout à fait. Et cela par la Constitution elle-même. Hein. On a une Constitution qui impose le partage de pouvoir. Ainsi, par exemple, au niveau du gouvernement, on ne peut avoir que 50% de ministres d'un seul parti. Donc, il n'y a que 50% de ministres du FPR. Et les autres ministres sont des ministres des partis d'opposition. Le président de l'Assemblée nationale ne peut pas avoir la même couleur politique que le président de la République. Donc, il y a un réel partage de pouvoir.
Est-ce que finalement le modèle rwandais ne sacrifie pas la démocratie, les libertés publiques sur l'autel du développement? Ça dépend de ce qu'on entend par démocratie. Peut-être que le modèle rwandais, comme vous dites, c'est peut-être une démocratie peut-être plus profonde. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle répond en premier aux besoins fondamentaux de la population. Et les populations semblent satisfaites avec ça. Maintenant, si des gens à l'extérieur ne sont pas satisfaits avec ça, qu'eux préféraient une démocratie électoraliste, comme on le voit dans un certain nombre de pays, et qui pose quelquefois d'énormes problèmes, cette alternative-là, le Rwanda est passé par cette alternative-là. Mais la population a besoin de liberté, non? Mais oui, la population est libre. Est libre, totalement libre. Maintenant, au niveau politique, en tant que tel, le jeu politique est très encadré, effectivement. Mais il est encadré par la Constitution. Et c'est une Constitution que les Rwandais se sont donnée eux-mêmes. Mais vous savez, hein, quand on a vécu ce qu'on a vécu, on fait un peu attention à ce qu'on fait. On ne laisse pas les choses aller n'importe comment. Et je pense qu'il y a un fort consensus au Rwanda pour que cette situation-là perdure. Même si à l'extérieur, on est l'objet de critiques très virulentes, à l'intérieur du pays, les gens sont plutôt satisfaits. Autre chose aussi, il y a, comme vous avez dit, le développement. Mais ce n'est pas l'un contre l'autre. En fait, le processus politique qu'il y a au Rwanda, avec ces restrictions qui sont légales et constitutionnelles, ce sont elles qui permettent les résultats d'exister. Ce n'est pas développement contre démocratie. Non, c'est une certaine forme de politique qui, elle, permet au contraire maintenant d'avoir des résultats importants. On va revenir justement sur le jeu politique. Le pouvoir est accusé de bafouer la liberté d'expression, de réprimer toute opposition. L'opposante Diane Wirigira est en prison pour incitation à l'insurrection. Je vous propose de l'écouter. Et on réagit tout de suite après. Les seules personnes qu'on entend sont celles qui encensent le régime. Il n'y a rien de mal à complimenter le gouvernement, mais il y a une catégorie de Rwandais qui a besoin d'autres points de vue, besoin de s'exprimer. Donc ce n'est pas parce que je prends le risque de parler qu'il y a la liberté d'expression au Rwanda. Non. Il n'y en a aucune. Pourquoi, quand on s'oppose au pouvoir, cela entraîne systématiquement des ennuis judiciaires, voire l'exil? Il y a des opposants qui sont à l'intérieur du pays, qu'on ne voit pas à la télévision souvent, mais il y a des opposants qui existent à l'intérieur du pays. Une des raisons, je vous ai dit encore, c'est l'ordre constitutionnel qui existe au Rwanda. Et cet ordre constitutionnel-là, effectivement, est le produit des événements que le pays a traversés. Et cet ordre constitutionnel-là, effectivement, est assez serré au plan des libertés publiques. Mais c'est l'ordre constitutionnel que les Rwandais se sont donné et pour lesquels la plupart d'entre eux, en tout cas une très grosse majorité, sont satisfaits avec ça. Et surtout satisfaits par rapport aux résultats que cet ordre constitutionnel leur apporte. Effectivement, on aurait pu faire comme un certain nombre de pays. Je ne veux pas être grossier et peut-être citer des pays de façon particulière, mais vous avez certainement des pays à l'esprit, des pays qui, eux, sont complètement englués dans des débats électoralistes extrêmement violents, extrêmement coûteux au niveau financier et au niveau développemental, mais surtout qui désagrègent les pays. Et qui, finalement, au final, les populations n'ont ni le développement, ni vraiment la liberté. À part une liberté électoraliste, comme je viens de le dire. Maintenant, chaque pays peut faire ce qu'il veut, chaque pays veut faire ce qu'il veut, bien sûr. Mais maintenant, par rapport au Rwanda, je vous dis, même le cas de Lugala est traité à travers les lois et à travers les provisions constitutionnelles. On va parler de la vision du pays. Paul Kagame a estimé à la dernière Assemblée générale de l'ONU que la démocratie à l'occidental ne pouvait pas s'appliquer à tout le monde. Est-ce que la démocratie est à géométrie variable selon les pays? Mais très certainement, pas à géométrie variable, mais il y a des processus, il y a des phases, il y a des rythmes que les pays doivent adopter selon leur situation propre. Je pense qu'il y a très peu de gens dans le monde qui n'ont pas pour objectif ultime la démocratie. Même les dirigeants chinois ont pour objectif ultime la démocratie, à part peut-être la Corée du Nord et l'Érythrée, mais sinon tous les autres pays du monde voudraient arriver à la démocratie. Mais maintenant, comment on arrive à la démocratie? Est-ce qu'on arrive à la démocratie avec comme point de départ un pays totalement dévasté
Et si on commence à porter un système électoraliste de confrontation qui va ne faire que empirer la division, ou alors on se donne les moyens de réparer les problèmes qui existent et, au bout du compte, faire avancer le pays. Mais vous en faites pas, hein. Je pense qu'au Rwanda aussi, personne ne doute que l'objectif ultime, ou alors l'objectif bientôt, c'est certainement la démocratie comme elle existe n'importe où. Est-ce qu'au nom d'une histoire particulière comme le génocide des Tutsis, on peut prétendre à un relativisme des libertés publiques et de la démocratie? On se donne les moyens pour les fins que l'on veut, tout simplement. Ce débat-là, très idéologique finalement, c'est un débat idéologique, le Rwanda essaie de le dépasser ou alors de passer à côté. Le Rwanda a regardé la situation qui était la sienne. D'ailleurs, ça s'est fait de façon très, très participative. Toutes les forces du pays se sont rencontrées, se sont assises pendant une année, en se réunissant tous les dimanches, tous les partis politiques, les partis d'opposition, les syndicats, les différentes forces vives de la nation. Pendant une année, ils sont assis et on essaie d'analyser un petit peu quels étaient les problèmes du pays et quelles solutions apporter au pays. Et c'est à partir de là que les principales caractéristiques du système rwandais sont sorties. Mais c'est un système qui est l'aboutissement d'un processus participatif, d'une part, puis d'autre part aussi, maintenant, il y a eu la Constitution. La Constitution a été votée et elle a été votée largement par les Rwandais. Et à partir de là, les Rwandais ont commencé à travailler. Effectivement, si vous voyez par exemple le processus de reconstruction au Rwanda, le processus de reconstruction au Rwanda prend vraiment sa vitesse de croisière après l'installation de la nouvelle constitution en 2003, avec les restrictions dont on parle. Mais pourquoi on a l'impression aujourd'hui que c'est Paul Kagame qui tient les rênes du pouvoir, que tout est concentré autour de lui? C'est une personnalité dominante, c'est une personnalité pas seulement dominante, je pense aussi, c'est une personnalité aussi qui a beaucoup de charisme et qui a beaucoup d'aura, pas seulement au Rwanda d'ailleurs, hein, à l'extérieur aussi. Et effectivement, il domine très fortement le processus politique. Mais cette domination-là, dont vous parlez, elle a été voulue par les Rwandais. Elle a été voulue par les Rwandais. Il y a aussi une domination économique. Le FPR est le premier employeur privé du pays grâce à un fonds d'investissement, Crystal Venture. Ce fonds a quasiment le monopole sur beaucoup de secteurs du pays. Est-ce que ça ne laisse pas la place à l'initiative personnelle? Comment on fait aujourd'hui si on ne fait pas partie du FPR Là, c'est factuel. Hein. Là, c'est factuel. Ce que vous dites est faux. Il y a des études qui ont été parce que effectivement le FPR a des business, a des entreprises, mais ces entreprises-là ne sont pas les plus importantes du pays, c'est une première chose. Et d'autre part aussi, les entreprises les plus importantes dans lesquelles il était, il s'est progressivement retiré. Il faut comprendre aussi pourquoi le FPR est rentré dans les affaires comme cela. En fait, au lendemain du génocide, il n'y avait rien au Rwanda. Il n'y avait pas d'entrepreneurs, il n'y avait surtout pas d'entrepreneurs d'une certaine envergure. Et le FPR, en voyant cela, a décidé d'établir des entreprises, mais comme des entreprises qui servent de levain. Ils vont dans un secteur, développent ce secteur-là, et ensuite, au bout d'un certain moment, se retirent, en vendant notamment leur part de façon publique. Ça a été le cas, par exemple, de la téléphonie mobile. C'est une compagnie du FPR qui a amené la téléphonie mobile, qui ne serait jamais arrivée au Rwanda autrement. Et mais aussi le cas pour un certain nombre d'autres... Donc le FPR domine bien la vie économique? Non, il ne domine pas. Parce que là, maintenant... à un moment, effectivement, il la dominait, mais là, maintenant, il se retire de plus en plus. Je vous dis, il y a des études qui ont été faites, hein, que ce soit la Banque mondiale, par exemple, qui a sorti un rapport dans lequel elle a fait une étude au niveau des secteurs. Elle a pu montrer que les entreprises du FPR n'étaient pas dominantes de façon indue. Il y a des chercheurs, notamment britanniques, qui ont fait des études assez approfondies sur la question, qui, effectivement, disent que ces entreprises-là ne sont pas dominantes en tant que telles. Et la plupart, aujourd'hui, jouent le jeu de la libre concurrence. Maintenant, elles sont fortes. C'est vrai qu'elles sont fortes. Alors, on va parler d'autre chose. Aujourd'hui, environ 40% du budget du Rwanda vient de l'extérieur. Or, Paul Kagame rejette toute ingérence dans les affaires de son pays. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Oui, c'est un paradoxe. D'une part, je vais vous reprendre, ce n'est plus 40%. D'année à année, ça diminue. Aujourd'hui, ça doit être aux environs de 30%. D'accord. Mais il y a 10 ans, c'était 50%. Voilà. Donc il y a 5 ans, c'est peut-être 40%, mais aujourd'hui, c'est 30%. Ça reste quand même important. Ah, c'est important, c'est tout à fait important. Mais on n'en disconvient pas. Hein. Il y a
il y a une contradiction à cela. Mais la contradiction, elle est aussi faite de la nécessité. On a besoin de cette aide-là, mais cette aide-là, on l'utilise pour faire en sorte que le plus rapidement possible, on s'en débarrassera. Voilà. Quand ça ? Je ne peux pas donner de date actuelle, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout en étant tout à fait reconnaissant pour ceux qui donnent cette aide-là, les Rwandais n'aiment pas beaucoup cette aide-là. Merci beaucoup Jean-Paul Kimonio d'avoir accepté notre invitation. Votre ouvrage « Rwanda demain, une longue marche vers la transformation » vient de paraître aux éditions Cartala. Merci. Merci à vous. Et avant de se quitter, on en parle ce jeudi. L'école en Afrique, une fabrique d'illettrés. C'est la question de la semaine. La Banque mondiale sur le développement alerte sur la baisse drastique du niveau scolaire en Afrique. Si le taux de scolarisation progresse, les niveaux des élèves chutent. Pourquoi cette dégradation alarmante du niveau? Une question de moyens ou de motivation des élèves et enseignants? Comment inverser la tendance? On attend vos réactions et réponses sur notre page Facebook. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. À demain, à la même heure sur TV5 Monde.